La fin doit toujours être le salut de la patrie. Il y a ces moments précis, dans nos vies les plus ordinaires, où le compromis nous ronge de l'intérieur. Vous savez, cette sensation viscérale d'avoir dû faire plier vos propres principes, de tordre un peu la vérité, ou d'agir d'une manière qui vous laisse un goût amer, tout ça pour atteindre un objectif que vous jugiez supérieur. Ce n'est pas une grande conspiration politique, non, c'est parfois simplement mentir à votre enfant pour le protéger d'une douleur immédiate, manipuler une conversation pour éviter un conflit inutile au travail, ou faire semblant d'apprécier une idée absurde pour préserver l'harmonie d'un groupe. Chaque fois, une petite fissure apparaît, une dissonance subtile entre ce que vous êtes et ce que vous avez fait, laissant une trace persistante, un doute silencieux sur la légitimité de votre victoire. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui, il y a 5 siècles, a osé regarder cette fissure en face, l'a explorée avec une froideur déconcertante et en a tiré des conclusions qui continuent de nous hanter. Niccolò Machiavelli, et cette question fondamentale qui résonne en chacun de nous, la fin justifie-t-elle les moyens? Machiavel n'est pas un nom que l'on prononce à la légère. Il évoque immédiatement l'ombre d'une morale ambiguë, d'une astuce cynique, d'un pouvoir sans scrupules. Mais derrière ces clichés réducteurs, se cache une pensée d'une profondeur et d'une lucidité redoutables, une analyse brute et sans fard de la condition humaine face aux impératifs de la survie, de la stabilité et de la grandeur. Il nous pousse à nous interroger sur la nature même de nos actions quand l'idéal se heurte à la dureté du réel. Il ne nous propose pas une solution facile, mais un miroir impitoyable de nos propres ambiguïtés. Pensez à ce leader que vous admirez pour ses résultats concrets, qui a su redresser une situation désespérée, mais dont on murmure qu'il a dû, à un moment ou un autre, briser quelques règles, écarter des opposants, ou prendre des décisions impopulaires, voire brutales. Ou imaginez ce parent qui, pour le bien de son enfant, exerce une autorité inflexible, quitte à briser son cœur temporairement. La vie, en permanence, nous confronte à ces dilemmes où la pureté de l'intention semble devoir céder devant l'efficacité de l'action. Machiavel, lui, a posé la question non pas en moraliste, mais en praticien, en observateur des mécanismes de l'existence. Son œuvre majeure, Le Prince, n'est pas un manuel de tyrannie, comme on l'a trop souvent caricaturé, mais une cartographie des chemins sinueux que doit emprunter celui qui aspire à maintenir l'ordre et à assurer la prospérité dans un monde où la nature humaine est, selon lui, fondamentalement ingrate, inconstante, simulationniste et avide de gains. Il ne juge pas, il constate. Il ne prescrit pas le mal pour le plaisir, mais il expose la nécessité du mal quand le bien supérieur est en jeu. Cette approche dérange, elle choque même, car elle ébranle nos constructions morales les plus confortables. Elle nous force à admettre que parfois, pour éviter un mal plus grand, pour assurer la pérennité d'un État, d'une entreprise, d'une famille, des actions qui, prises isolément, seraient condamnables, peuvent devenir des impératifs. Machiavel ne nous demande pas d'aimer ces actions, il nous demande de comprendre qu'elles sont parfois inévitables. Il nous confronte à l'impensable nécessité. C'est cette tension entre l'idéal et le pragmatique, entre l'éthique individuelle et les exigences collectives, que nous allons explorer ensemble. Nous allons descendre dans les profondeurs de cette pensée controversée, non pas pour l'embrasser aveuglément ou la rejeter en bloc, mais pour en saisir les mécanismes, les avertissements et les vérités inconfortables qu'elle recèle. Nous chercherons à comprendre comment, 5 siècles plus tard, la question machiavélienne continue de se poser, avec une acuité brûlante, dans nos démocraties, nos entreprises et nos vies personnelles. Ce cheminement nous obligera à regarder en nous-mêmes, à confronter nos propres zones d'ombre et à questionner la véritable nature de ce que nous appelons le bien. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, cette aspiration profonde à être une personne de bien, à agir avec intégrité, à ne jamais dévier de la voie juste. C'est une boussole morale interne, souvent apprise dès l'enfance, qui nous pousse à la loyauté, à l'honnêteté, à la compassion. Mais la réalité, comme une vague imprévue, vient souvent heurter ce navire d'idéaux. Il suffit d'observer les dynamiques d'une simple réunion de famille, les conflits au sein d'une association, ou la gestion d'un petit projet professionnel, pour comprendre que la pureté des intentions ne garantit en rien la réussite, ni même la survie. Parfois, même en étant le plus honnête ou le plus droit, on se retrouve écrasé, incompris, ou pire, instrumentalisé par ceux qui ne partagent pas nos scrupules. Cette amère vérité, ce constat d'une humanité imparfaite, était le point de départ de la réflexion de Machiavel. Il ne partait pas d'une utopie, d'un monde où chacun serait guidé par la vertu désintéressée, mais d'une observation crue de ce que sont réellement les hommes. Il voyait des êtres enclins à l'ingratitude, à la duplicité, à la couardise et à l'avarice, pour reprendre ses propres mots, des créatures qui changent facilement d'avis et ne se montrent dévouées que tant que vous pouvez leur être utile. Cette vision déstabilisante, loin d'être un appel au cynisme, était pour lui la seule base solide sur laquelle construire une véritable action efficace, surtout pour celui qui portait la lourde responsabilité de gouverner.
Un prince, selon Machiavel, ne pouvait se permettre le luxe d'être toujours bon dans un monde peuplé de méchants, car il risquait inévitablement sa ruine et celle de son État. Il ne s'agissait pas de prôner le mal pour le mal, mais de reconnaître que la survie et la prospérité exigeaient une adaptation constante à la nature fluctuante de l'homme et des circonstances. C'est là que la notion de « vertu » prend chez lui un sens radicalement différent de la morale traditionnelle. La vertu machiavélienne n'est pas la bonté chrétienne ou la vertu aristotélicienne, mais une sorte d'énergie vitale, une capacité d'agir avec force, avec intelligence, avec détermination, pour maîtriser la fortune, les caprices du destin et les travers humains. Un prince doté de vertu est celui qui sait manœuvrer, qui anticipe, qui adapte sa conduite aux nécessités du moment, même si cela implique de s'écarter des sentiers battus de la morale commune. Il doit être capable de ne pas être bon, quand les circonstances l'exigent, et de savoir quand et comment l'être. Prenez l'exemple du maintien de la parole donnée. Nous sommes éduqués à considérer la fidélité comme une qualité cardinale. Pourtant, Machiavel, dans Le Prince, observe froidement que l'histoire est remplie de princes qui ont accompli de grandes choses en faisant peu de cas de leurs promesses, et qui ont su, par la ruse, circonvenir ceux qui, eux, se fiaient à leur bonne foi. Il ne dit pas qu'il faut mentir systématiquement, mais qu'il serait insensé pour un prince de croire que les autres respecteront toujours leurs engagements s'ils respectent toujours les siens, surtout quand leurs intérêts divergent. La prudence, la sagesse, consiste à savoir quand il est nécessaire d'enfreindre un serment pour préserver l'intérêt supérieur de l'État, sachant que, de toute façon, les hommes sont si simples et si asservis à leurs besoins du moment qu'un trompeur trouvera toujours quelqu'un pour se laisser tromper. Cette réorientation de la morale ne signifie pas une absence de principe, mais une hiérarchisation différente. Le principe suprême devient la conservation de l'État et le maintien de l'ordre. Tout ce qui contribue à cet objectif est, par définition, justifiable, y compris des actions qui, dans un cadre purement privé, seraient considérées comme répréhensibles. Un prince doit apprendre à user de la cruauté quand elle est nécessaire pour maintenir ses sujets unis et fidèles, comme le soulignait Machiavel, en prenant l'exemple de César Borgia qui, par une dureté opportune, avait su restaurer l'ordre en Romagne, inspirant ainsi la crainte et le respect. Cette cruauté, si elle est bien employée, est plus miséricordieuse que celle qui, par une bonté excessive, laisse se développer le désordre et le pillage, car le désordre général affecte une multitude, tandis que la cruauté du prince ne frappe que quelques individus. Le prince ne doit donc pas tant s'efforcer d'être aimé que d'être craint. Être aimé dépend des caprices et de l'ingratitude des hommes, tandis que la crainte est maintenue par la peur du châtiment, un sentiment beaucoup plus fiable. Il serait idéal d'être les deux, mais si l'on doit choisir, il est bien plus sûr d'être craint. C'est une réflexion pragmatique sur les ressorts psychologiques du pouvoir. Les hommes craignent plus de perdre que d'aimer, et cette peur est un levier puissant pour la stabilité. Mais attention, être craint ne signifie pas être haï. La haine est la porte ouverte à la rébellion et à la ruine. Un prince sage doit donc savoir éviter les actions qui engendrent la haine, comme s'approprier les biens de ses sujets ou attenter à leur honneur. Machiavel insistait sur cette nuance cruciale. La cruauté doit être ponctuelle, nécessaire et non gratuite. Elle doit frapper un coup décisif et ne pas être prolongée. Une cruauté mal employée, qui s'étend dans le temps et s'acharne sans but clair, ne mène qu'à la haine et à la destruction du pouvoir. C'est ici que l'art de l'apparence prend toute son importance. Un prince ne peut pas se permettre d'être toujours intègre, mais il doit absolument paraître l'être. Selon les mots de Machiavel, il est nécessaire à un prince de paraître plein de compassion, de foi, d'intégrité, d'humanité, de religion. Et surtout de paraître religieux. Mais il doit avoir l'esprit préparé à se transformer en l'opposé s'il le faut. C'est la ruse du renard, combinée à la force du lion. Le lion ne peut se défendre des pièges, le renard ne peut se défendre des loups. Il faut être renard pour reconnaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Il ne s'agit pas d'une duplicité morale pour le plaisir, mais d'une nécessité stratégique. La perception que l'on a du prince est souvent plus importante que sa nature profonde, car c'est cette perception qui cimente la confiance, la crainte et la légitimité. Cette distinction entre l'être et le paraître est une des pierres angulaires de la pensée machiavélienne. Elle nous invite à regarder au-delà des discours officiels, à décrypter les motivations réelles derrière les façades vertueuses. Elle nous force à nous interroger sur l'authenticité de nos propres actes quand nous nous mettons en scène pour les autres. Est-ce que notre quête de reconnaissance, notre besoin d'être perçu comme bon, ne nous pousse pas parfois à des hypocrisies ou à l'inefficacité quand la situation exigerait une autre approche? Machiavel ne donne pas de réponse simple. Il ouvre un abîme de complexité, nous laissant face à la responsabilité immense de celui qui doit choisir entre l'idéal et la survie. La question n'est plus de savoir si l'on est bon, mais si l'on est efficace pour le bien commun que l'on prétend servir. Nous nous sommes tous retrouvés un jour face à une situation où, malgré toutes nos bonnes intentions, le monde extérieur semblait s'acharner, les événements se liguaient contre nous,
et nos efforts les plus vertueux s'effondraient comme un château de cartes. Cette impuissance face à l'imprévisible, cette sensation que le destin nous échappe, est une expérience profondément humaine. Qu'il s'agisse d'un projet qui déraille à cause d'un élément imprévu, d'une carrière brisée par une crise économique, ou d'une vie bouleversée par une tragédie personnelle, la fortuna, la fortune, le hasard, la providence, est une force implacable avec laquelle nous devons composer. Machiavel, observateur aiguisé de l'histoire et de la politique de son temps, connaissait bien cette puissance dévastatrice du destin et en a fait un élément central de sa réflexion. Pour Machiavel, la fortuna est une rivière impétueuse qui déborde et inonde les plaines, détruisant tout sur son passage. Elle est cette force aveugle et irrationnelle qui peut, en un instant, balayer les plus grands desseins et les plus solides édifices. Il reconnaissait que la moitié, sinon plus, de nos actions étaient soumises à son empire. Face à une telle puissance, l'homme ordinaire se sent souvent démuni, écrasé par la fatalité. Mais le prince, l'homme d'État, ne peut se permettre un tel fatalisme. Il doit au contraire déployer toute son énergie, toute sa vertu, pour tenter de la maîtriser, ou du moins d'en atténuer les effets les plus dévastateurs. C'est là que réside la part de liberté humaine, selon Machiavel. Bien que la fortune règne sur une moitié de nos vies, elle nous laisse maître de l'autre moitié, nous offrant la possibilité de réagir. De même qu'une rivière en crue peut être endiguée par des digues et des canaux construits en temps de paix, un prince doit, par sa prévoyance et son action résolue, préparer le terrain pour faire face aux coups du sort. Il s'agit d'anticiper, de s'adapter, de ne pas rester passif face à la menace. Un prince prévoyant, comme il expliquait, ne doit jamais, même en temps de paix, se tenir oisif, mais travailler avec industrie à s'y prémunir, afin qu'il puisse, quand les temps changent, se trouver en état de résister. Cette confrontation avec la fortuna exige du prince une capacité de transformation radicale, une souplesse d'esprit qui lui permet d'adapter sa nature, ses tactiques, à la nature changeante des circonstances. Un jour, il devra être impétueux et audacieux, un autre jour, prudent et patient. Machiavel prenait l'image de la femme pour évoquer la fortune, une femme qui, pour être maîtrisée, demande à être battue et rudoyée. Elle se laisse vaincre plus souvent par ceux qui sont impétueux que par ceux qui agissent froidement. C'est une métaphore forte, qui souligne la nécessité d'une audace calculée, d'une capacité à saisir les opportunités et à agir avec force quand le moment l'exige, sans se laisser paralyser par la prudence excessive. Cependant, cette adaptabilité n'est pas sans risque, car la nature humaine est, par essence, rigide. Nous avons tous nos habitudes, nos manières de faire, nos préférences. Un homme qui a toujours réussi en étant prudent aura du mal à devenir audacieux quand la situation l'exige, et inversement. C'est le paradoxe de la vertu. Le prince doit pouvoir changer sa nature, même si c'est la chose la plus difficile au monde. Celui qui s'obstine à agir toujours de la même manière, alors que les temps et les circonstances changent, est voué à l'échec. C'est un défi existentiel. Comment se défaire de ce qui nous a définis pour mieux embrasser ce qui nous sauvera? Un exemple concret tiré de l'histoire, que Machiavel observait, est celui des papes qui, à l'époque, agissaient avec impétuosité. Le pape Jules II, par son audace et sa détermination, réussit à mener à bien des entreprises que n'auraient jamais osé entreprendre des papes plus prudents. Il saisissait les opportunités, agissait vite, et par cette vertu particulière, il parvenait à plier la fortune à sa volonté. Si les temps avaient demandé de la prudence, il aurait été défait, mais la nature des temps correspondait à la nature de son tempérité. C'est la conjonction de la vertu et de la fortuna qui détermine le succès. Cette interaction entre l'action humaine et le hasard du monde nous renvoie à nos propres vies. Combien de fois nous sommes-nous plaints d'une malchance, alors que notre manque de préparation ou notre rigidité d'esprit a joué un rôle prépondérant dans nos échecs? Combien de fois avons-nous attribué au destin ce qui était, en réalité, le fruit de notre incapacité à nous adapter, à changer de stratégie, à oser quand il le fallait, ou à nous retirer quand c'était prudent? Machiavel ne cherche pas à nous déresponsabiliser. Au contraire, il nous charge d'une responsabilité écrasante. Celle de ne jamais cesser de lutter contre l'adversité en mobilisant toutes nos facultés, quitte à nous transformer nous-mêmes pour y parvenir. La leçon ici est que l'inaction est le pire des maux. Attendre que la fortune nous soit favorable sans rien faire, c'est se condamner. Agir, même imparfaitement, c'est au moins se donner une chance. Le prince doit être un architecte de son propre destin, un sculpteur de circonstances, même si l'argile est souvent récalcitrante et le vent capricieux. Il doit savoir quand le moment est venu de foncer et quand il faut se replier. C'est un équilibre précaire, un art de la décision dans l'incertitude, qui nous éloigne de toute morale rigide et nous plonge dans la complexité brute de l'action. Il ne s'agit pas d'un simple calcul, mais d'une danse avec le chaos, où chaque pas compte et chaque faux pas peut être fatal. La quête de maîtrise sur la fortuna est, en soi, une affirmation de la volonté humaine face à l'énigme de l'existence. Nous nous sommes tous retrouvés, à un moment charnière,
face à un choix qui semblait nous déchirer. D'un côté, l'idéal que l'on voudrait incarner, les valeurs que l'on s'est juré de respecter. De l'autre, la dureté des faits, la nécessité impérieuse d'obtenir un résultat concret, de protéger ce qui nous est cher, quitte à salir nos mains. C'est le dilemme du mal nécessaire, une expérience lancinante qui nous pousse à nous demander si une action moralement contestable peut être justifiée par ses conséquences. Machiavel n'a pas inventé ce dilemme, mais il l'a exploré avec une clarté et une absence de sentimentalité qui continuent de nous glacer. Il a posé la question de savoir si, dans certaines circonstances, le prince devait apprendre à ne pas être bon pour le bien supérieur. Cette formule, dérangeante au premier abord, ne doit pas être comprise comme une incitation à la perversité ou au mal gratuit. Pour Machiavel, le prince, investi de la responsabilité de maintenir l'État, n'est pas un individu privé qui peut se permettre le luxe d'une pureté morale absolue. Il est un acteur sur la scène du monde, contraint par la nature humaine et la contingence des événements. Sa moralité n'est pas celle du cloître, mais celle de l'action. Quand il parle d'apprendre à ne pas être bon, il s'agit de la capacité à user de la tromperie, de la ruse, de la force, voire de la violence, non par plaisir, mais par nécessité stratégique, pour atteindre ou maintenir la stabilité et la grandeur de l'État. Il prenait l'exemple de César Borgia, un personnage complexe et brutal, mais un exemple de vertu pour Machiavel. Borgia, pour pacifier la Romagne, plongée dans le désordre et l'anarchie, nomma un homme cruel et expéditif, Ramiro de Orco, qui rétablit l'ordre par des moyens impitoyables. Une fois la région pacifiée, Borgia fit exécuter Ramiro de Orco sur la place publique, coupant ainsi toute responsabilité sur les atrocités passées et gagnant l'amour et la terreur des populations. Cette action, choquante par sa froideur, fut perçue par Machiavel comme un coup de maître. Borgia avait utilisé la cruauté pour un bien supérieur, la paix et l'ordre, puis avait su se dissocier du bourreau pour éviter la haine. C'est l'essence même du mal nécessaire, exécuté avec une précision chirurgicale. Le prince ne doit pas craindre la réputation de cruel si cette cruauté a pour effet de maintenir ses sujets dans l'unité et la fidélité, affirmait Machiavel. Car il est plus miséricordieux que ceux qui, par trop de douceur, laissent s'installer le désordre d'où naissent meurtres et rapines, fléau qui affecte toute une communauté, tandis que les exécutions ordonnées par le prince ne frappent que quelques individus. Ici, la faim, la survie et la paix de la communauté justifient l'action. C'est une logique implacable, qui met en balance le sacrifice de quelques-uns contre le salut de tous. Cette perspective nous force à reconsidérer nos propres notions de justice et d'éthique. Dans nos sociétés, nous condamnons fermement la violence, la manipulation, le mensonge. Mais que se passe-t-il lorsque ces actions, prises dans un contexte extrême, deviennent la seule voie pour éviter une catastrophe plus grande? Un chef d'État qui ordonne une opération militaire risquée pour prévenir une attaque terroriste massive, un médecin qui dissimule une vérité douloureuse pour préserver l'espoir d'un patient en fin de vie, un parent qui sanctionne durement son enfant pour lui enseigner une leçon vitale. Ces situations, à des échelles différentes, posent toute la question de savoir où se situe la limite entre le justifiable et l'impardonnable. Machiavel ne nous donne pas de permis universel pour toutes les atrocités. Il insiste sur la parcimonie et la justesse du mal nécessaire. La cruauté doit être bien employée, c'est-à-dire qu'elle doit être exécutée rapidement, en une seule fois, pour ne pas laisser de temps à la rancœur de s'installer. Elle doit frapper fort et ensuite cesser, pour que ses bienfaits commencent à se faire sentir. Une cruauté mal employée, qui s'étire dans le temps, qui devient gratuite et incessante, ne génère que la haine et finira par causer la perte du prince. La distinction est fine, mais essentielle. Le mal n'est justifiable que s'il est un instrument précis et limité au service d'un bien supérieur clairement défini. Il nous met en garde contre l'usage excessif ou indiscriminé des moyens non conventionnels. Le prince doit toujours s'efforcer de ne pas devenir haï par son peuple, car un peuple qui est son prince est une menace constante. Il doit donc veiller à ne pas s'emparer de la propriété de ses sujets et à ne pas toucher à l'honneur de leurs femmes, car les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette observation psychologique souligne les limites de l'action. Même le prince machiavélien le plus calculateur doit respecter certaines lignes rouges pour maintenir un minimum de légitimité et éviter de déchaîner des forces incontrôlables. Ainsi, la question de la fin justifiant les moyens n'est pas une licence pour le cynisme, mais une reconnaissance de la tragédie inhérente à l'action politique. C'est l'acceptation que le monde réel n'est pas un lieu où la pureté et l'efficacité coïncident toujours. Il y a des moments où il faut choisir entre deux maux, et où la bonté, au sens courant du terme, peut se révéler être la pire des options. C'est une invitation à la lucidité, à la capacité de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit, pour pouvoir agir avec responsabilité, même quand cette responsabilité nous confronte à nos propres peurs morales. L'interrogation reste ouverte, lancinante. À quel prix sommes-nous prêts à payer la paix, la stabilité ou la survie?
Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Chaque chute, chaque échec, est une information précieuse. Il ne se demande pas s'il est bon ou mauvais de tomber, mais comment ajuster son équilibre pour ne pas tomber la prochaine fois. Il agit dans le présent, tirant des leçons de l'expérience brute. Nous, adultes, avons souvent perdu cette immédiateté. Nous nous débattons avec des principes abstraits, des idéaux figés, et nous nous condamnons nous-mêmes avant même d'avoir agi, ou après un échec, par peur du jugement ou par un excès de culpabilité. Machiavel, lui, était un observateur du monde tel qu'il est, un praticien de l'histoire, et son approche était résolument empirique. Pour lui, la philosophie n'était pas une tour d'ivoire, mais un atelier où l'on forge les outils de l'action. Il n'était pas intéressé par ce que les hommes devraient être, ni par la description de républiques imaginaires qui n'ont jamais existé. Son regard était fixé sur ce que les hommes font réellement, sur les mécanismes de pouvoir qui ont permis aux États de naître, de prospérer ou de s'effondrer. C'est pourquoi il puisait abondamment dans l'histoire antique, notamment dans les récits de la Rome républicaine, mais aussi dans l'observation des événements contemporains de l'Italie du XVIe siècle. Il n'y cherchait pas des modèles moraux, mais des leçons de stratégie, des exemples d'actions réussies ou ratées, indépendamment de leur pureté éthique. Pour Machiavel, le savoir est pouvoir. Comprendre la nature humaine dans ses aspects les plus sombres, l'ingratitude, la versatilité, la simulation n'est pas une incitation à la cruauté, mais une nécessaire lucidité. C'est une façon de désarmer la naïveté, de se prémunir contre les illusions. La valeur d'une action, pour Machiavel, ne se mesurait pas à l'aune de son intention, mais à celle de ses conséquences. Un prince peut avoir les meilleures intentions du monde, s'il n'est pas capable de maintenir l'ordre et de défendre son État, il est, pour reprendre son expression, ruiné. L'échec est une faute en soi, car il compromet le bien commun. La réussite, même obtenue par des moyens douteux, peut être saluée si elle garantit la paix et la prospérité pour la majorité. C'est une forme de conséquentialisme radical, où la moralité est subordonnée à l'efficacité. Prenez l'exemple des réformes. Nous avons tous été témoins de projets louables qui ont échoué par manque de pragmatisme ou par excès d'idéalisme. Machiavel aurait insisté sur la nécessité de bien évaluer les forces en présence, les résistances, les intérêts contradictoires. Une réforme juste en théorie mais mal exécutée, qui entraîne le chaos et la misère, est plus nuisible qu'une situation imparfaite mais stable. Le prince doit être un artisan de la réalité, capable de sculpter le monde avec les outils dont il dispose, même si ces outils ne sont pas toujours immaculés. Cette primauté de l'action et des résultats sur les intentions nous pousse à une introspection difficile. Combien de fois nous sommes-nous contentés de bien vouloir sans bien faire? Combien de fois avons-nous sacrifié l'efficacité sur l'autel de la pureté morale, pour ensuite déplorer l'échec de nos entreprises? Machiavel nous force à reconsidérer la valeur de la bonne conscience face à la bonne action, celle qui produit des effets tangibles et positifs pour la communauté. Il ne s'agissait pas de déshumaniser la politique, mais de la déidéaliser, de la débarrasser des illusions pour la ramener à ce qu'elle est, l'art difficile de gouverner les hommes. Et cet art implique souvent de faire des choix douloureux, de renoncer à une part de soi pour le bien des autres. La solitude du prince, son fardeau, vient précisément de cette obligation de prendre des décisions que personne d'autre ne peut comprendre ou absoudre, car elles transcendent les morales individuelles. Il doit être à la fois homme et bête, lion et renard. Et surtout, il doit être capable d'agir en fonction de la nécessité, et non de ses seules inclinations. La pensée de Machiavel nous invite à ne jamais nous fier aux apparences, à toujours chercher à comprendre les ressorts profonds de l'action humaine et politique. Elle nous met en garde contre les dangers de la naïveté, mais aussi contre la rigidité dogmatique. Elle nous apprend que le monde est un lieu mouvant, où les règles d'hier peuvent ne plus être valables aujourd'hui. Il s'agit d'une philosophie de l'action concrète, en prise directe avec la complexité du réel, où la sagesse ne se trouve pas dans des livres sacrés, mais dans l'expérience vécue et l'observation aiguisée des vicissitudes humaines. C'est une invitation à ne pas craindre la confrontation avec la vérité, même quand elle est inconfortable, car c'est de cette confrontation que naît la véritable force d'agir. Nous nous sommes tous sentis, un jour, pris dans un tourbillon d'événements, où la clarté se voile et les repères semblent disparaître. Les principes que nous pensions immuables vacillent, les certitudes s'effritent, et nous nous retrouvons à naviguer à vue, dans un brouillard de moralité contradictoire. C'est dans ces moments de profonde incertitude que la distinction entre ce qui est moralement juste et ce qui est politiquement nécessaire devient cruciale, et souvent douloureuse. Machiavel, témoin des bouleversements de l'Italie de la Renaissance, a précisément exploré cette tension, nous forçant à admettre que les deux sphères ne peuvent pas toujours se superposer, et que le prince est souvent contraint à un type de morale qui lui est propre, une morale de l'État plutôt que de l'individu. La morale traditionnelle, celle que nous portons en nous et qui guide nos relations interpersonnelles, est souvent basée sur des vertus comme la vérité, la charité, la justice, la non-violence.
Elle vise le perfectionnement de l'âme individuelle. Mais le prince, selon Machiavel, n'a pas seulement sa propre âme à sauver. Il a la charge d'un corps collectif, l'État, dont la survie et la prospérité dépendent de ses décisions. Et dans ce monde politique, où les forces sont brutales et les intérêts divergents, les vertus privées peuvent se transformer en faiblesse fatale. Un prince qui serait toujours bon au sens courant du terme, qui tiendrait toujours sa parole, qui ne saurait pas punir, qui serait trop clément, serait rapidement dévoré par les loups, c'est-à-dire par ses ennemis extérieurs ou intérieurs. Il y a une sorte de tragédie inhérente à la fonction princière chez Machiavel. Le prince est un homme qui, pour le bien des autres, doit parfois renoncer à sa propre bonté et s'engager sur des chemins qui seraient condamnés par la morale privée. Il est contraint d'agir contre la foi, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion, comme Machiavel le soulignait, si ces actions sont nécessaires pour maintenir son état. Il ne s'agit pas de promouvoir une immoralité systématique, mais de reconnaître une réalité implacable. Les exigences de la survie de l'État peuvent entrer en conflit direct avec les impératifs de la morale individuelle. Cette scission entre morale privée et morale publique est une des idées les plus dérangeantes et les plus persistantes de Machiavel. Elle nous oblige à concevoir l'existence d'une éthique de la responsabilité qui prime sur l'éthique de la conviction, pour reprendre une distinction que Max Weber développerait des siècles plus tard. L'éthique de la conviction dit que le monde s'effondre, mais que justice soit faite. L'éthique de la responsabilité dit « Je dois anticiper les conséquences de mes actes, même si cela implique de salir mes mains, pour éviter une catastrophe plus grande. » Le prince machiavélien est l'incarnation même de cette éthique de la responsabilité. Pensez aux décisions difficiles prises en temps de guerre. Un général qui doit sacrifier une petite unité pour sauver le reste de son armée, un chef d'État qui doit mentir à sa population pour prévenir une panique générale. Ces actions, si on les juge à l'aune de la morale individuelle, sont inacceptables. Mais si on les juge à l'aune de la survie collective, elles peuvent être perçues comme des impératifs cruels, mais nécessaires. Machiavel ne dit pas que ces actions sont bonnes en soi. Il dit qu'elles sont parfois nécessaires, et que le prince doit avoir le courage de les entreprendre et la force d'âme d'en supporter le poids. Le fardeau du prince est d'autant plus lourd que ces actions ne peuvent être comprises et justifiées que par leurs résultats. Si le prince échoue, il est non seulement moralement condamnable, mais aussi politiquement incompétent. C'est la réussite qui absout les moyens, qui blanchit les actes répréhensibles aux yeux du monde. Quand un prince réussit à conquérir et à maintenir l'État, les moyens qu'il a employés seront toujours jugés honorables et loués par tous, comme le faisait remarquer Machiavel. Car le vulgaire ne juge que d'après le résultat. C'est une observation cynique, mais profonde sur la manière dont l'histoire et l'opinion publique jugent les dirigeants. Cette perspective peut sembler amorale, mais elle est en réalité une tentative de définir une moralité politique, distincte de la moralité individuelle. C'est une moralité qui place la conservation de l'État et le bien-être de la communauté au-dessus de tout le reste. Elle exige du prince non pas la sainteté, mais l'efficacité, la prudence et la capacité à user de la force et de la ruse quand il le faut. Il doit être capable de jouer le rôle de l'homme bon quand cela sert ses intérêts, et de celui du tyran quand cela est nécessaire, sans que cela le détruise intérieurement. La leçon pour nous, dans nos vies plus modestes, est de reconnaître que les exigences des différents rôles que nous jouons, parents, amis, employés, citoyens, peuvent entrer en conflit. Ce qui est moralement irréprochable dans une sphère ne l'est pas toujours dans une autre. Nous sommes constamment tiraillés entre nos idéaux et les compromis qu'exige la vie réelle. Machiavel ne nous offre pas de solution facile à cette tension, mais il nous invite à la lucidité, à ne pas nous cacher derrière une pureté illusoire, mais à regarder en face la complexité des choix et le prix à payer pour l'action. Il nous enseigne que le courage ne réside pas seulement dans la fidélité à ses principes, mais aussi dans la capacité à les transgresser quand la survie même est en jeu, pour un bien supérieur qui nous dépasse. Nous avons tous, un jour ou l'autre, croisé le chemin de figures de pouvoir, que ce soit un patron, un leader politique, ou même un parent, qui semble capable d'une lecture presque surnaturelle des situations et des personnes. Ils anticipent les mouvements, désamorcent les crises avant qu'elles n'éclatent, et parviennent à rallier les foules mêmes dans l'adversité. On admire cette force tranquille, cette assurance inébranlable, mais on se demande souvent d'où elle vient. Est-ce une intuition innée, ou le fruit d'une sagesse acquise? Machiavel, fin psychologue de la politique, a mis en lumière que cette capacité est souvent le résultat d'une maîtrise des apparences et d'une profonde compréhension des ressorts psychologiques de la foule, ce qu'il appelait le vulgaire. Le prince, selon Machiavel, ne doit pas seulement être vertueux, il doit surtout paraître l'être. En fait, il allait plus loin. Il est nécessaire à un prince de paraître plein de compassion, de foi, d'intégrité, d'humanité, de religion. Et surtout de paraître religieux. Mais il doit avoir l'esprit préparé à se transformer en l'opposé s'il le faut. Cette affirmation est fondamentale.
Elle souligne que la légitimité et la stabilité du pouvoir ne reposent pas uniquement sur la réalité des actions, mais aussi et surtout sur la perception qu'en ont les sujets. Le peuple, le vulgaire, ne voit souvent que ce qui paraît, et juge d'après le résultat, comme Machiavel le soulignait. Ce n'est pas une simple hypocrisie, mais une stratégie de gouvernance. Un prince qui dévoilerait toutes ses arrière-pensées, toutes ses ruses, toutes les nécessités cruelles de son pouvoir, ne survivrait pas. Il perdrait la confiance et le respect de son peuple, même si ses actions étaient in fine pour leur bien. Il doit donc créer une image, un masque, qui rassure, qui inspire la crainte respectueuse et qui maintienne l'ordre social. L'art de gouverner est en grande partie l'art de la mise en scène, de la rhétorique, de la manipulation subtile des symboles et des récits. Pensez à un politicien moderne qui, pour gagner des élections, projette une image de droiture et d'empathie, tout en prenant des décisions impopulaires ou en s'alliant secrètement avec des forces qu'il critiquait publiquement. Le vulgaire votera pour l'image qu'il perçoit, non pour la complexité des calculs stratégiques qui se cachent derrière. Machiavel aurait observé cela avec une froide lucidité, non pour le condamner moralement, mais pour en comprendre les mécanismes et l'efficacité politique. Le prince doit être capable de feindre et de dissimuler. Il ne s'agit pas d'un mensonge permanent, mais d'une flexibilité dans la présentation de soi. Être capable de rompre sa parole, mais de savoir habilement colorer cette rupture, comme il l'expliquait. C'est l'idée que les mots, les gestes, les promesses, sont des outils de pouvoir, au même titre que l'armée ou les lois. Ils servent à façonner la réalité perçue par le peuple, à maintenir la cohésion, à décourager les révoltes. Cependant, cette maîtrise des apparences n'est pas sans danger. Un prince qui ne serait que façade, sans substance réelle, sans vertu intrinsèque, serait rapidement démasqué. Les apparences doivent s'appuyer sur une base solide d'actions efficaces. Un prince doit être capable d'être cruel si nécessaire, même s'il paraît clément. L'écart entre l'être et le paraître est une tension constante et nécessaire, mais il ne doit jamais devenir une contradiction béante. Le masque doit être crédible, soutenu par des preuves tangibles de succès et de stabilité. Machiavel met en garde contre la haine du peuple. Un prince qui est haï est un prince en danger. Il peut être craint, mais pas détesté. La manipulation des apparences doit donc servir à éviter cette haine, à maintenir le peuple dans une sorte de respect mêlé de crainte. C'est pourquoi le prince doit s'abstenir de toucher aux biens et aux femmes de ses sujets, car c'est ce qui, le plus sûrement, provoque la haine. La réputation est un capital politique inestimable, et le prince doit la gérer avec la plus grande prudence. Cette analyse de Machiavel nous invite à une vigilance critique envers toutes les figures de pouvoir, et même envers nous-mêmes. Nous aussi, dans nos interactions quotidiennes, nous présentons souvent une version idéalisée de nous-mêmes. Nous adaptons notre discours à notre auditoire, nous gérons notre image. Est-ce de la pure hypocrisie, ou une nécessité sociale pour naviguer dans la complexité des relations humaines? Machiavel ne juge pas, il éclaire les mécanismes. Il nous montre que la capacité à gérer la perception, à maîtriser le récit, est une forme de pouvoir à part entière. En fin de compte, la leçon de Machiavel sur l'art de l'apparence est une invitation à la lucidité, à comprendre que le pouvoir n'est pas seulement une question de force brute ou de pure justice, mais aussi une question de psychologie, de communication et de capacité à façonner la réalité aux yeux des autres. C'est une danse complexe entre l'être et le paraître, où la survie de l'État et la paix du peuple peuvent dépendre d'un équilibre délicat et souvent paradoxal. Le prince, tel un acteur sur scène, doit jouer son rôle avec conviction, sachant que le rideau peut tomber à tout moment. Chacun de nous a déjà été confronté à l'incapacité d'une personne, pourtant bien intentionnée, à prendre une décision claire ou à agir avec la fermeté nécessaire. On observe ce flottement, cette hésitation, et l'on perçoit instinctivement que cette faiblesse, même issue de la gentillesse, peut entraîner des conséquences désastreuses. L'absence d'une autorité décisive peut transformer une situation délicate en chaos, un désaccord mineur en conflit ouvert. C'est cette observation de la vacillation, de la mollesse et des dangers qu'elle représente qui a conduit Machiavel à une défense presque paradoxale de la cruauté bien employée, une cruauté non par sadisme, mais par nécessité absolue. Pour Machiavel, le prince ne peut pas se permettre d'être trop bon, ou plutôt d'être bon de manière indiscriminée. Dans un monde peuplé d'hommes méchants, un prince qui serait toujours bon s'exposerait à sa ruine, car il serait inévitablement trompé et dominé. La bonté, dans ce contexte, n'est pas une vertu, mais une faiblesse dangereuse. La survie de l'État exige une capacité à être sévère, à punir, et même à être cruel quand la situation l'impose. L'idée centrale ici est que la cruauté, lorsqu'elle est bien employée, est en réalité une forme de miséricorde. Machiavel, dans Le Prince, expliquait qu'un prince ne doit pas craindre la réputation de cruel s'il est nécessaire de maintenir ses sujets dans l'unité et la fidélité.
car il est bien plus miséricordieux que ceux qui, par trop de bonté, laissent s'installer le désordre d'où naissent les meurtres et les rapines, des fléaux qui affectent toute une communauté. Les exécutions ordonnées par le prince, au contraire, ne frappent que quelques individus. La souffrance de quelques-uns est préférable à l'anarchie qui entraînerait la souffrance de tous. C'est une logique glaçante qui nous force à remettre en question nos intuitions morales les plus profondes. Nous sommes éduqués à penser que la cruauté est toujours et partout mauvaise. Mais Machiavel nous invite à considérer les conséquences globales d'une absence de cruauté. Si un prince, par peur de paraître cruel, ne punit pas les crimes, ne réprime pas les rébellions, ne fait pas respecter les lois, alors le désordre s'installe. Les innocents souffrent, la sécurité disparaît, et l'État lui-même est menacé d'effondrement. Dans ce scénario, la bonté du prince est, en réalité, la cause d'une cruauté bien plus grande et généralisée. Il insistait sur le caractère limité et ponctuel de cette cruauté. Elle doit être employée en une seule fois, au début du règne si possible, pour frapper l'imagination et asseoir l'autorité, puis cesser, afin que les sujets commencent à goûter les bienfaits de la paix et de la stabilité. Une cruauté qui s'étire dans le temps, qui devient gratuite et arbitraire, ne génère que la haine et la peur constantes, conduisant inévitablement à la ruine du prince. C'est la distinction entre une cruauté chirurgicale, nécessaire à l'opération, et une cruauté sadique, qui détruit sans but. Prenez l'exemple du rétablissement de l'ordre après une période de trouble. Un nouveau dirigeant doit, parfois, prendre des mesures très dures pour restaurer la sécurité et la confiance. Ces mesures, qui peuvent inclure des arrestations massives, des exécutions exemplaires ou des restrictions des libertés, sont, dans l'optique machiavélienne, des cruautés bien employées, si elles ont pour but et pour effet de ramener la paix et la prospérité pour le plus grand nombre. Sans cette fermeté initiale, le désordre persisterait, et la souffrance serait continue et généralisée. Cette défense de la cruauté pragmatique est une des idées les plus difficiles à accepter chez Machiavel. Elle nous confronte à la brutalité inhérente à la nature humaine et à la nécessité, pour celui qui gouverne, de parfois incarner cette brutalité pour la maîtriser. Le prince ne doit pas être un monstre, mais il doit être capable d'agir comme tel si le salut de l'État l'exige. Il doit avoir la force d'âme de prendre des décisions impopulaires, de se faire haïr par quelques-uns pour être respecté par tous, et d'agir contre ses propres inclinations personnelles pour le bien commun. La leçon pour nous, si nous la transposons à des échelles plus petites, est que la faiblesse face à l'injustice ou au désordre peut être plus destructrice que la fermeté, même si celle-ci est douloureuse. Un parent qui ne fixe aucune limite à son enfant par gentillesse peut en réalité le condamner à une vie d'inadaptation. Un manager qui évite les confrontations par bienveillance peut laisser pourrir une situation qui nuira à toute l'équipe. Il ne s'agit pas de prôner la tyrannie, mais de reconnaître que l'autorité, pour être efficace et bénéfique, doit parfois se manifester par une rigueur qui peut être perçue comme cruelle. Machiavel nous pousse à une réflexion mature sur le pouvoir et la responsabilité. Il nous dit que le chef, le décideur, ne peut pas se cacher derrière une pureté morale abstraite. Il est jugé sur ses résultats. S'il réussit à maintenir la paix et la sécurité, même par des moyens que nous jugerions répréhensibles dans nos vies privées, il aura rempli sa mission. Le coût humain de l'inaction est souvent bien plus élevé que le coût de l'action décisive, même si celle-ci est douloureuse. C'est une vérité inconfortable, mais que l'histoire, encore et toujours, semble confirmer. La vraie cruauté est peut-être celle de l'indécision face au chaos. Nous clôturons ce voyage au cœur de la pensée machiavélienne, et la résonance intérieure qu'il laisse n'est pas celle d'une réponse simple, mais celle d'une lucidité accrue, d'une conscience plus aiguë des dilemmes qui traversent nos existences et la marche du monde. Le silence qui s'installe après ces réflexions n'est pas un vide, mais un espace où les contradictions se frottent, où les principes se mesurent à la nécessité, et où la pureté des intentions rencontre la rugosité de l'action. On ressent le poids de cette responsabilité inaliénable de choisir, même quand le choix nous confronte à notre propre inconfort moral, à la part d'ombre que le réel exige parfois. Loin d'être un prêche pour le cynisme, la vision de Machiavel se révèle être un miroir impitoyable de la condition humaine face à la survie. Elle nous a montré que la fin, l'objectif suprême du bien commun, de la stabilité, de la paix, peut parfois imposer des moyens qui, jugés isolément, nous paraîtraient inacceptables. C'est l'essence même de la tragédie politique, où l'homme d'action est contraint de sacrifier une part de son âme pour le salut de la multitude, où la vertu individuelle cède le pas à la vertu du prince, capable de naviguer dans les eaux troubles de l'efficacité. Il nous a poussé à voir au-delà des apparences flatteuses, à comprendre que le pouvoir n'est pas une question de morale angélique, mais d'une danse périlleuse avec la fortuna et la nature humaine, telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. C'est une confrontation avec l'âpreté du réel, une invitation à ne jamais se contenter des bonnes intentions quand l'action concrète est requise. La vérité dérangeante qui émerge est que l'inaction, la mollesse, la peur de déplaire,
peuvent engendrer un mal bien plus grand que la cruauté ou la ruse employée avec discernement. Finalement, comme le soulignait Machiavel, les hommes jugent les choses plus par le résultat que par la raison. Cette sagesse, même âpre, nous offre une grille de lecture des événements, une clarté nouvelle pour déchiffrer les dynamiques de pouvoir et les compromis silencieux qui façonnent notre monde. Cette exploration, cette recherche d'une lucidité sans phare, est au cœur de ce que nous cherchons à bâtir ici, un espace pour penser au-delà des conventions. Si ce voyage philosophique a éclairé un recoin de votre esprit, si la tension de ces idées a résonné en vous, alors vous avez peut-être envie de poursuivre cette quête. Vous pouvez aimer cette vidéo pour soutenir cette démarche, laisser un commentaire pour partager votre propre perspective et enrichir notre réflexion collective, et vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.